allons écouter à présent un autre point de vue, celui d'Aurore Emregem, chercheuse au laboratoire du changement social et politique. Alors, Emmanuel Faye a parlé de la distance prise par Emmanuel Levinas par rapport à la pensée de Heidegger. Et vous, Aurore Emregem, vous allez intervenir sur le sujet suivant. Arendt et Levinas, deux types de distance avec la pensée de Heidegger. Bon, ben, merci pour votre invitation. Alors effectivement, Hannah Arendt et Emmanuel Levinas sont tous les deux nés en 1906, respectivement en Allemagne et en Lituanie, dans des familles juives, et leurs réflexions ont été profondément marquées par la Shoah. Arendt échappe à la Gestapo en 1933, s'exile en France, émigre aux États-Unis en 1941, et Levinas, naturalisé français en 1930, est fait prisonnier en 1940 et passe toute la guerre en Allemagne dans un camp de réfugiés, dans un camp de prisonniers pour officiers. Donc tous deux ont été les élèves de Heidegger, dont ils ont suivi les cours avec admiration, mais pour Arendt comme pour Levinas, la compromission de Heidegger avec le nazisme n'est pas étrangère à son ontologie fondamentale. De sorte qu'ils prennent chacun à leur manière des distances avec lui, en critiquant notamment l'existence à dessein de soi du Dasein, en particulier dans la perspective de leurs analyses du totalitarisme. Ce qui conduit Arendt à dénoncer l'oubli de la pluralité chez Heidegger, notamment en mettant l'accent sur le nous, dont la modalité politique a été détruite par le totalitarisme. Quant à Levinas, il affirme, je le cite, que la barbarie sanglante du national-socialisme tient à une possibilité du mal élémental qui s'inscrit dans l'ontologie de l'être, soucieux d'être. Alors je voudrais présenter aujourd'hui ces deux types de prise de distance avec la pensée de Heidegger. D'abord, l'analyse arendtienne du monde s'oppose à l'ontologie fondamentale, qui opère une distinction nette entre ce que la quotidienneté tient pour le monde et celui-ci dans son sens ontologique le plus propre. À la différence de Heidegger, Arendt tente au contraire de penser la pluralité comme loi première et oppose la natalité, donc en tant que source de l'action politique, à l'être pour la mort heideggerien. Quant à Levinas, il critique chez Heidegger une réduction de tout l'humain à l'ontologie, en citant notamment ce passage de la lettre sur l'humanisme, le cite « Être homme, c'est être au service de l'être, faire partie de son aventure, être berger et gardien de l'être. » Or, Levinas insiste sur le fait que l'humanité ne s'épuise pas au service de l'être, et il développe l'idée d'une responsabilité pour autrui qui transcende la question ontologique. Donc, pour appréhender ces deux types de réponses à l'ontologie heideggerienne, je vais commencer par exposer dans un premier temps la façon dont Arendt et Levinas analysent et critiquent la pensée de Heidegger, avant d'examiner la tournure prise par leurs réflexions respectives. Donc pour commencer avec les deux types de prise de distance avec la pensée de Heidegger, donc Arendt c'est effectivement à 18 ans lorsqu'elle suit les cours de Heidegger à Marbourg en 1924. Il prépare à ce moment-là Sein und Zeit et ses séminaires portent sur son ontologie fondamentale qui est en cours d'élaboration. Donc Arendt à ce moment-là est fascinée par le penseur, comme la plupart de ses étudiants à l'époque, mais dès le premier article philosophique qu'elle publie en Amérique dans l'immédiate après-guerre, qui paraît en 1946 dans Partisan Review sous le titre « Qu'est-ce que la philosophie de l'existence ?», l'amertume prend le pas sur l'admiration initiale, et Arendt sait bien que c'est dans le langage de l'ontologie fondamentale qu'il est en train de forger en 1924 que Heidegger a soutenu en 1933 la révolution nationale socialiste. Dans l'ensemble, ce texte rejette violemment l'ontologie fondamentale de Heidegger au nom d'Jaspers et de sa philosophie de la communication, en mettant notamment en évidence l'égoïsme, le goût du néant et l'irresponsabilité. Alors plus précisément, Arendt affirme que l'appellation d'être là, donc, le Dasein, pour désigner l'être de l'homme, permet à Heidegger d'éviter de recourir à l'expression homme. Et ça n'est pas un arbitraire terminologique, puisque l'objectif est de diviser l'homme en une série de modes d'être appréhendables par la phénoménologie. Ce qui disparaît alors, ce sont toutes les caractéristiques de l'homme que Kant avait énoncées sous les termes de liberté, de dignité humaine et de raison. Or, ces caractéristiques sont davantage que de simples fonctions de l'être, au sens où elles signifient que l'homme peut viser davantage que sa simple fonctionnalité. En d'autres termes, le point de départ ontologique de Heidegger dissimule un fonctionnalisme, limitant l'homme à ses fonctions dans le monde et excluant toute idée de choix,
de ces différents modes d'être. Donc, à la place de l'homme, a écrit Arendt, vient se mettre le soi, qui est tout ce qui reste de la puissance de l'homme et de sa liberté. Alors de plus, le caractère essentiel de ce soi est sa séparation radicale d'avec ses semblables. Ce qui va de pair avec la façon dont Heidegger décrit l'individuation de l'homme par la mort. L'expérience de la mort revient en effet à se consacrer exclusivement à l'être soi, indépendamment du monde dans lequel nous sommes imbriqués. Or pour Arendt, ce qui émerge, je la cite, de cet isolement du monde, ce qui émerge de cet isolement absolu est un concept de soi comme opposé total à l'homme. Et elle met en perspective la pensée de Kant, dans laquelle chaque homme individuel représente l'humanité, avec le concept de soi, du soi chez Heidegger, qui fait exister l'homme indépendamment de l'humanité. Et de plus, si l'impératif catégorique de Kant insiste sur le fait que tout acte doit inclure la responsabilité à l'égard de l'humanité, l'expérience de la coupable nullité annihile la présence de l'humanité en chaque homme. Alors cette coupure du reste du monde, Arendt l'aborde aussi sous un autre aspect, donc dans le discours prononcé à l'occasion des 80 ans de Heidegger, où elle affirme que le séjour de la pensée dont il parle ne peut se tenir dans l'ordre habituel du quotidien où règne le retrait ou l'oubli de l'être. De sorte que l'activité de pensée, qui se trouve à l'écart des demeures des hommes, implique un retrait du monde des affaires humaines. Et Arendt précise que lorsque Heidegger, la cite, a cédé à la tentation de changer son séjour et de s'insérer dans le monde des affaires humaines, cela a tourné pour lui un peu plus mal encore que pour Platon, parce que le tyran et ses victimes ne se trouvaient pas outre-mer, mais dans son propre pays. Et elle poursuit en écrivant qui, outre Heidegger, en est venu à l'idée de voir dans le national-socialisme la rencontre de la technique planétairement déterminée et de l'homme des temps modernes, à moins d'avoir lu, au lieu de Mein Kampf de Hitler, quelques écrits des futuristes italiens, dont c'est ici ou là réclamer le fascisme à la différence du national-socialisme. Mais le plus grave, écrit-elle, donc je la recite, est d'avoir esquivé la réalité des caves de la Gestapo et des enfers de torture des camps de concentration en se réfugiant dans des régions prétendument plus significatives. Autrement dit, Arendt pointe ici la responsabilité de Heidegger d'avoir choisi de ne pas voir ce qui se passait devant ses yeux en se réfugiant dans la sphère isolée de la pensée, prétendument plus significative. Alors, outre ces critiques, donc les critiques développées dans ces deux textes, c'est dans le second volume de La vie de l'esprit qu'Arendt consacre le plus de pages à Heidegger. En particulier dans l'avant-dernière section de l'ouvrage intitulée La volonté de ne pas vouloir de Heidegger, qui porte essentiellement sur le retournement, donc la fameuse Kehre, qu'Arendt situe entre le premier et le second volume de l'ouvrage sur Nietzsche, publié en 1961, où sont réunis les cours de 1936 à 1940, c'est-à-dire au moment même où s'opérait ce retournement. Donc Arendt distingue le retournement comme l'événement autobiographique concret dans l'itinéraire de Heidegger et l'interprétation qu'il en a donnée après coup. Et d'après, le tome 1 constitue une authentique phénoménologie de la volonté, alors que le tome 2 insiste sur la volonté de puissance, entendue par Heidegger non pas comme chez Nietzsche au sens d'une expression de l'instinct de vie et de sa puissance, mais au sens d'une volonté de régir et de dominer. D'après Arendt, le revirement tel qu'il est interprété après coup se perçoit particulièrement bien dans la lettre sur l'humanisme. Et en effet, alors que dans Einungszeit, la question du sens de l'être engage une analyse du mode d'être de cet étang, la lettre sur l'humanisme substitue l'écoute de l'exigence de l'être à la question qui est l'homme. De sorte que la pensée devient pensée de l'être, puisqu'elle advient par lui et lui appartient. Ce qui, selon Arendt, conduit à abolir non seulement le moi voulant, mais aussi le moi pensant, puisque la source de la pensée est attribuée à l'être même. Donc le moi agissant aussi est écarté, puisque c'est la pensée devenue écoute de l'être qui est considérée comme la seule action authentique, et que cette écoute exige de se détourner du monde commun, des apparences, dont je rappelle qu'il constitue, aux yeux d'Arendt, le seul lieu possible de l'action et de la liberté.
Donc d'après elle, Heidegger désubjective l'activité de pensée, lui ôte son sujet, c'est-à-dire l'homme pensant, pour en faire une fonction de l'être. L'être revendique l'esprit de l'homme afin qu'il transpose sa vérité dans le langage, de sorte que l'esprit de l'homme est ainsi soumis à une histoire de l'être qui fixe les destinées humaines. Et Arendt, voilà, je la cite, une nouvelle version de la ruse de la raison de Hegel, de la ruse de la nature de Kant, de la main invisible d'Adam Smith ou de la divine providence. Mais elle précise que la version heideggerienne est encore plus problématique, puisque chez Heidegger, le penseur n'est plus, en tant que penseur, témoin d'une action qui se déroule hors de lui, il est devenu l'agent de l'histoire de l'être, de sorte qu'en lui, agir et penser coïncident. Et Arendt exprime avec ironie son étonnement devant, je la cite, l'idée que la pensée solitaire par elle-même constitue la seule action pertinente dans les annales factuelles de l'histoire. Et elle ajoute de façon encore plus caustique, avec Heidegger, l'esprit du monde, donc ce fantôme qui n'est personne, censé agir derrière le dos des hommes agissants, a maintenant trouvé une incarnation en chair et en os dans l'existence du penseur, qui agit tout en ne faisant rien, une personne certes, et même identifiable en tant que penseur, ce qui cependant ne saurait signifier son retour dans le monde des apparences. Donc on perçoit bien, avec ces trois textes, comment se dessinent les axes critiques formulés par Arendt à propos de l'ontologie fondamentale et son rejet d'une histoire de l'être qui élimine l'homme en gommant sa pensée, sa volonté, sa responsabilité. Donc avant de montrer comment elle entend y répondre, je voudrais présenter la voie choisie par Lévinas pour s'attaquer à l'ontologie heideggerienne. Alors Lévinas reconnaît l'influence dans son propre travail de la réflexion heideggerienne sur la relation de l'homme à l'être. Il est très impressionné par Sein und Zeit et par la façon dont Heidegger il formule le problème de l'être en général, c'est-à-dire, dit Lévinas, ce qui détermine l'être comme étant, ce à partir de quoi l'étant, de quelque manière qu'on le traite, est toujours déjà compris. Mais Lévinas prend rapidement ses distances car, je le cite, il lui est difficile de pardonner à Heidegger sa compromission avec les autorités nazies, compromission jamais explicitement regrettée. Et dès ses premiers textes, il affirme ne pas souscrire à ce privilège de l'être et précise à propos de son second livre de l'existence à l'existant, de 1947, écrit en captivité, je le cite, « Si au début nos réflexions s'inspirent dans une large mesure pour la notion de l'ontologie et de la relation que l'homme entretient avec l'être de la philosophie de Martin Heidegger, elles sont commandées par un besoin profond de quitter le climat de cette philosophie. » Donc en insistant sur le besoin profond de sortir de l'être, Lévinas s'oppose à Heidegger qui voit en l'être, je cite, le fond et la limite de nos préoccupations. C'est Lévinas qui dit ici. Donc dans De l'évasion, il décrit ce qu'il appelle le sentiment aigu d'être rivé pour montrer comment l'être humain se rapporte à l'être. Et Lévinas analyse la nausée comme la disposition fondamentale qui manifeste l'être comme être. La nausée donne à penser l'être trop plein de lui-même et son étreinte annule toute voie d'évasion. Je cite Lévinas, dans la nausée,